Bienvenue dans le débat de France 24. C'est devenu un phénomène global, une question qui s'impose à tous les pays et avec le changement climatique s'invite régulièrement à la une de l'actualité. Les migrants, alors que le dernier navire humanitaire a croisé en Méditerranée, l'Aquarius, est maintenu à quai à Marseille et pourrait bien rester longtemps immobilisé selon les vœux des autorités italiennes. Un groupe de naufragés vient d'être débarqué de force en Libye. Au moment où de l'autre côté de l'Atlantique, des milliers de candidats à l'exil se pressent à la frontière mexicaine dans l'espoir de pouvoir entrer aux États-Unis. De l'Aquarius à Tijuana, l'Occident face à la tentation du mur. On en débat avec vous, Catherine Wittol de Wenden, bonjour. Bonsoir. Vous êtes politologue, vous dirigez directrice de recherche émérite au CNRS et vous êtes co-auteur de l'Atlas des migrations, un équilibre mondial à inventer. Mais auteur. Aux éditions Autrement et auteur, seul auteur, donc pas de co-auteur avec vous. Merci de le rappeler. Merci également à Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais, la 7e circonscription du Pas-de-Calais, les Républicains. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Michael Neumann, vous êtes directeur d'études à Médecins sans frontières au CRACH, le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Merci à vous. Merci également à Olivier Weber, écrivain, grand reporter. Vous avez été ambassadeur de France de la lutte contre la traite et l'esclavage et pour les droits de l'homme, et puis auteur de Frontières. C'est paru aux éditions Paulsen. Merci à vous d'avoir accepté ce débat. On va tout de suite rejoindre à Tripoli pour France 24 notre envoyée spéciale en Libye, Julie Dungelov. Julie, la Libye où près de 80 naufragés ont donc été débarqués de force hier du navire marchand le Nivin qui s'était porté à leur secours au large des côtes libyennes. Comment s'est déroulée cette évacuation ? Écoutez, nous avons pu nous entretenir pendant plusieurs jours avec les personnes qui étaient à bord de ce bateau qui nous disaient ne pas vouloir descendre car ils avaient peur de retourner en Libye où ils avaient passé plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Alors l'évacuation s'est passée selon le directeur de la sécurité du port de Misrata avec l'usage de balles en caoutchouc, avec l'usage de gaz lacrymogène. Et il y a eu des blessés qui ont été amenés à l'hôpital de Misrata et d'autres qui ont été emmenés dans les centres de détention, ce que redoutaient particulièrement les ONG. Nous avons pu interviewer Rassam Salamé, qui est l'envoyé spécial pour la Libye de l'ONU, qui nous indiquait que des négociations avaient eu lieu tout au long de la semaine, car bien sûr, le propriétaire du navire, un homme d'affaires libyen, faisait pression pour que le navire soit évacué. Je vous rappelle que l'équipage est resté à bord tout au long de cette crise qui s'est jouée sur le port de Misrata. Donc des négociations ont eu lieu, mais pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que certaines des personnes qui étaient dans le bateau sont à l'hôpital et d'autres ont été ramenées dans des centres de détention. Nous n'avons pas d'autres informations. J'ai tenté de joindre à nouveau par téléphone les personnes avec qui j'étais en contact, mais leur téléphone a visiblement été saisi. Pourquoi, Julie, les passagers de ce navire refusaient-ils absolument d'être débarqués à Misrata ? Ce que nous ont dit les personnes avec lesquelles j'étais en contact, c'était qu'ils avaient vécu l'horreur en Libye. Un jeune homme de 16 ans nous a indiqué qu'il était là depuis 2016 et qu'il avait été vendu à 3 reprises par les trafiquants depuis le sud de la Libye jusqu'à la ville de Tripoli, qu'il était ensuite passé dans des centres de détention et que dans ces centres de détention, il avait subi de mauvais traitements. Nous avons tenté d'avoir accès à ces centres de autorisation, nous a été refusé. Voilà pourquoi ils ne voulaient pas descendre de ce bateau. Et sachez que quand ils étaient en mer, ils étaient persuadés d'être hors des côtes libyennes et donc que le bateau qui leur venait en aide allait les amener vers l'Europe. Et c'est toute cette question que pose la question du Libye, c'est la question de la politique européenne, bien sûr, et de la politique libyenne. Aujourd'hui, les cartes des côtes libyennes ont l'habilitation, vu que leur zone de recherche et de sauvetage a été étendue. Ils ont donc l'habilitation pour venir secourir, si je puis dire, les personnes en mer, mais ensuite, il faudrait pouvoir les amener dans un port sûr, et c'est là que le bas blesse, car la Libye n'est pas reconnue comme un port sûr par les autorités internationales et par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. On sait ce que vont devenir ces 79 passagers du navire maintenant. Quelle sera la suite des événements ? Absolument pas. On ne sait pas pour l'instant ce qu'on l'on sait. Toujours selon le directeur de la sécurité du port de Misrata, c'est qu'ils sont accusés de piraterie. Et donc, ce que craignent les ONG, c'est qu'ils puissent subir à nouveau de mauvais traitements dans ces centres. Pour l'instant, ils n'ont pas accès à un centre du Haut Commissariat aux réfugiés qui est pourtant disponible à l'ouverture à Tripoli. Donc, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Et c'est ce qui inquiète, en effet, les ONG avec lesquelles j'étais en contact sur le port de Misrata. On ne sait absolument pas où ils sont exactement et ce qu'ils vont devenir. Merci Julie Dungelhoff. Michael Neumann de Médecins sans frontières. Comment vous jugez, vous, ce qui s'est passé ?
Écoutez, je remercie le point de votre journaliste, il est très complet, donc je ne rajouterai pas grand-chose. Hier, c'était une journée assez tragique pour nous, puisque on a assisté impuissant à l'évacuation par la force de ce bateau, le Nivin, dont on suivait l'évolution. On était nous-mêmes, nos équipes, en contact avec les personnes à bord du bateau. On espérait que l'issue serait différente. On a poussé pour des issues différentes. Et puis, c'est aussi hier que, comme vous le savez sans doute, la justice italienne a fait une demande à la justice française pour saisir l'Aquarius, qui par ailleurs est tanké à Marseille faute de disposer d'un pavillon depuis déjà un mois. Mais ces deux événements, la coïncidence de ces deux événements, elle représente finalement assez bien ce qu'est à la fois la politique européenne et libyenne, nord-africaine aussi, en termes de migration et de contrôle de l'espace méditerranéen, et de ses conséquences absolument tragiques, mais absolument horribles, sur des gens qui sont repoussés, comme il a été dit à l'instant, dans des centres de détention libyennes dont on ne sait pas toujours ce qui leur arrive à ces personnes. On y accède, nous, de temps en temps, quand on peut, mais c'est difficile. Et pour ceux qui tentent d'échapper la Libye, c'est soit la mort, soit aujourd'hui l'interception et de nouveau, finalement, l'emprisonnement, voire pour certains, la torture. Donc on est dans une situation... je dirais, assez tragique, dont on attend de sortir, mais dont on voit bien peu d'issue à écouter les responsables politiques européens et libyens à l'œuvre aujourd'hui. Dans un communiqué, la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour la Libye, Maria Ribeiro, regrette la tournure des événements à Misrata. Catherine Vitol de Winden, y avait-il une autre issue possible pour ces migrants, une autre manière de procéder en cas d'échec de l'éventuelle médiation? Je pense que ce serait à l'Europe, si l'Italie se refuse à accueillir, parce qu'elle a accueilli beaucoup dans le passé ces personnes qui sont en Méditerranée, ce serait à l'Europe de négocier avec d'autres pays de la rive nord de la Méditerranée et de façon plus équilibrée, parce que dans le passé, ça a été surtout la Grèce et l'Italie qui ont eu l'essentiel des nouveaux arrivants, ce genre d'accueil, parce que sinon, de toute façon, l'idée de conclure des accords avec la Libye ne mène à rien. Il y a un rapport l'année dernière du département des droits de l'homme des Nations Unies qui a parlé de l'enfer libyen. Si l'Europe s'acharne, si j'ose dire, à vouloir traiter avec la Libye, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait une amélioration de la situation. C'est une sorte de retour à la case départ pour la plupart des gens qui se trouvent dans les bateaux, de toute façon. La Libye est devenue un des principaux pays de transit pour les migrants venus d'Afrique subsaharienne qui tentent de gagner l'Europe par la Méditerranée. C'est aussi, Olivier Weber, devenu l'un des pires lieux de trafic et de traite d'êtres humains. Oui. Ce pays a été déstabilisé en 2011. Il est devenu le plus grand hub, la plus grande plateforme pour la région, pour la Méditerranée, pour l'Afrique du Nord, donc du trafic d'êtres humains. C'est-à-dire, grosso modo, les trafiquants d'êtres humains qui ne sont pas simplement libyens, qui sont aussi érythréens, éthiopiens et quelquefois d'autres pays, viennent se servir directement dans ces réservoirs de bétail humain. Je pèse mes mots, il s'agit de marchandises. On a vu d'ailleurs des images qui étaient, que la BBC avait diffusées, qui avaient choqué le monde entier, sur des scènes de marché aux esclaves en Libye. De marché aux esclaves et de torture aussi révélées par les confrères américains. C'est une réalité commune ou il s'agit de cas spécifiques isolés? Non, c'est vraiment, on peut dire, généralisé sur un bon ensemble du territoire libyen, y compris à Sabrata, où il y avait donc carrément une négociation avec les autorités italiennes il y a quelque temps, et on pense que cela se poursuit avec des milices, de manière à pouvoir récupérer, entre guillemets, des migrants, ne pas les faire partir. Mais surtout, le trafic d'êtres humains fait florès, parce qu'on imagine que, d'après les chiffres de l'ONU, qui est de 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde entier, on peut penser, les experts et moi-même, on pense qu'on est plutôt à 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le seul trafic d'êtres humains. La traite, c'est encore autre chose. Et sur le trafic de migrants, en fait, je dirais qu'il serait relativement facile d'agir. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'une partie de l'argent, le produit de ce marché, est blanchi en fait dans les espaces européens. On ne sait pas combien, peut-être un tiers, peut-être la moitié, etc. Et pour répondre à votre question, le grand scandale, c'est que ce hub de la Libye continue de sévir. Il y a des tortures, littéralement, donc sur les esclaves qui représentent ces objets de la traite, ces sujets de la traite des êtres humains. Et donc, je pense qu'il y a une réponse quand même globale, internationale, à mettre en avant, surtout européenne, qui n'a pas été faite. Au contraire, on a plutôt encouragé les milices, y compris de Sabrata et de Misrata, à poursuivre ce commerce qui est
pénalisé certes, mais qui n'est pas vraiment appliqué au niveau du droit pénal. C'est-à-dire, grosso modo, on continue de faire ce trafic d'êtres humains, de blanchir, et grosso modo, la marchandise humaine part sur les bateaux. Très souvent, les passeurs ne sont pas là, ou alors se reconvertissent en passagers clandestins, si je puis dire, en migrants parmi les autres. Et donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment une réponse globale, cohérente, à mettre en avant de la part de l'Union européenne. Et je pense que ça sera peut-être l'échec de l'Union européenne, ou alors le grand enjeu du devenir de l'Union européenne dans les 20 prochaines années. Comment traiter la question de la migration et à l'intérieur, la question du trafic d'êtres humains. Pour moi, ce sont des négriers, des esclavagistes des temps modernes. Et c'est le grand scandale sur lequel on ferme les yeux actuellement. Je vais donner la parole à Pierre-Henri Dumont dans un instant, mais les communications téléphoniques étant difficiles avec la Libye, Julie Degeloff est toujours avec nous. Il se trouve, Julie, que vous vous êtes rendue, vous, à Sabratha. Oui, tout à fait. Les autorités, on leur avait demandé de se rendre justement dans cette ville de Sabratha, tout simplement parce qu'en effet, c'était un des grands hubs des trafiquants qui faisaient partir les migrants vers l'Italie. On a pu aller dans différents endroits et donc les autorités de la ville se félicitaient de s'être débarrassées de ces milices, de ces trafiquants. Peut-être qu'elles les ont repoussés. Il semblerait qu'il y ait un accord qui a été conclu avec l'Italie sur ce point. Nous avons notamment visité une ancienne usine de thon. On voyait encore les bateaux pneumatiques. Les autorités étaient fières de nous montrer que les bateaux étaient hors d'usage. On a vu clairement, c'est une énorme usine. Il faut s'imaginer des pièces entières recouvertes de matelas et des pontons construits par les trafiquants avec des points de départ et des points de visu pour observer les bateaux partir en mer. Donc les autorités se félicitent de se dire qu'elles ont repris le contrôle de la ville aux trafiquants. Reste à savoir si oui ou non, comme vous le disiez à l'instant, il y a un accord tacite qui a été conclu ou pas avec l'Italie. C'est toute la problématique qui se passe actuellement en Libye. C'est de savoir combien de temps ces trafics seront contrôlés par les villes. Sabratha, en effet, dont vous parlez à l'instant, et combien de trafiquants agissent encore dans ces différentes villes. Oui, et cette semaine, Amnesty International a rappelé que 8000 candidats à l'exil sont toujours bloqués dans des centres de rétention libyens où ils sont, eux aussi, victimes régulièrement de torture, d'extorsion et de viols. Pierre-Henri Dumont, est-ce l'affaire des Européens, des pays européens? Sommes-nous concernés? C'est bien évidemment l'affaire des pays européens, puisque la destination finale de ces personnes qui tentent la traversée depuis la Libye, puisque nous parlons de la Libye ici, c'est d'atteindre l'Europe. Il faut signaler que le nombre de traversées, de façon générale, a drastiquement diminué depuis le pic que nous avons pu connaître en 2015-2016, et que la route de la Méditerranée centrale, dont nous parlons ici, depuis la Libye, n'est plus la route principale de passage. C'est un fait extrêmement important. La première route de passage est devenue la route espagnole. Via le Maroc. Via le Maroc, exactement. Et donc, ça montre en réalité ce que nous voyons ici, et les conditions dramatiques dans lesquelles se trouvent les migrants qui sont aujourd'hui en Libye. Ça montre la faillite de l'Europe et la faillite des grands pays européens à gérer cette question migratoire, à définir ceux qui doivent rentrer ou non en Europe et mettre en place des solutions nécessaires pour pouvoir mieux gérer les flux, à la fois quand ils sont sur le sol européen, mais également quand ils sont dans les pays de départ ou les pays de transit. Signaler également que cette action et cette diminution du nombre de passages depuis la Libye vers l'Europe est le fruit de plusieurs actions. Une de ces actions a été les partenariats qui ont pu être tissés entre certains pays européens, l'Italie en particulier avec le précédent gouvernement, qui visait à former par exemple des gardes-côtes libyens, à mieux les équiper, afin de limiter les départs de ce pays. Ces accords, Catherine Witold de Wenden, est-ce qu'ils sont nécessaires pour éviter aux migrants de prendre le risque de la traversée ou est-ce qu'au contraire, ils accroissent les risques pour ces mêmes migrants de se retrouver en proie à ces violences qui ont été décrites? J'aurais plutôt tendance à penser que c'est la deuxième solution, celle que vous proposez, qui est plutôt la réalité, comme on l'a vu là. Parce que ces accords, ils sont souvent... ça fait très longtemps que l'Italie, par exemple, et que les pays européens, d'autres pays européens, comme la France, ont traité en bilatéral avec la Libye. Et dans ces accords, il y avait... on va faire des cadeaux hors des schémas et des critères européens,
avec un pays non européen. On va lui installer une autoroute, on va construire le palais présidentiel ou ceci ou cela. Et en échange, la Libye va accepter ce qu'elle faisait depuis très longtemps, du temps de M. Kadhafi, de barrer la route à ceux qui demandaient l'asile vers l'Europe. Elle contrôlait les fichiers Eurodac et en échange, donc, l'Europe se disait la Libye est un filtre vers l'Europe. Depuis 2011, c'est le chaos. Donc maintenant, c'est la proie des passeurs, comme on l'a vu. Et souvent, comme on l'a vu là où tout de suite, dans cette crise, si les personnes ne peuvent pas accoster dans la rive nord de l'Union européenne, eh bien, ils vont rester en Libye, dans les camps, à la merci, etc., des acheteurs d'esclaves et toutes les exactions qui peuvent être imaginées. Donc, ça ne sert à rien, à mon avis, de traiter de cette manière. C'est juste pour dire aux Européens qu'on fait quelque chose, mais il y a une théâtralisation de ce genre d'accord, mais qui n'arrêtera pas les flux migratoires, qui n'arrêtera pas le traitement par les passeurs de l'aubaine de la fermeture des frontières. Et de toute façon, à mon avis, on va dans le mur si on perpétue ce genre de proposition politique comme gestion de la crise migratoire. Alors, Pierre-Henri Dumont, vous, pour bien comprendre, vous êtes pour ce type d'accord. Vous estimez que ça ne crée pas, la fermeture des frontières ne crée pas d'effet d'aubaine. C'est au contraire le passage qui crée un appel d'air ? Bien sûr. Vous l'avez dit, le terme vraiment appel d'air est celui qui ne nous sied pas. Au bénéfice de ces passeurs ? Au bénéfice de ces passeurs. Et ceux qui gèrent en réalité la politique migratoire européenne aujourd'hui, ce sont les mafias, ce sont les passeurs. Ce ne sont plus les États et c'est encore moins l'Union européenne. C'est-à-dire que concrètement, des business se font depuis les pays de départ, puis ensuite dans les pays de transit et enfin dans les pays de la rive nord de la Méditerranée, enfin de la rive sud de la Méditerranée qui vont ensuite en Europe. Et donc, ce que nous disons au niveau des Républicains, c'est qu'il faut absolument éviter l'ensemble de ces appels d'air, avoir une politique migratoire beaucoup plus dure et définir concrètement ce que nous voulons. Ça ne veut pas dire qu'on veut fermer les frontières, absolument pas. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on décide concrètement... Avant le franchissement de la Méditerranée. Avant le franchissement de la Méditerranée. Et puis, une fois que des personnes ont franchi illégalement la Méditerranée, sont arrivées en France, demandent l'asile, ceux qui n'obtiennent pas l'asile, c'est-à-dire les 2/3, doivent être absolument déboutés, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui. Michael Neumann. Je trouve que M. Dumont fait preuve d'une certaine naïveté en établissant une frontière, là encore, entre les États et les passeurs et les trafiquants et les mafias. Regardons la Libye, regardons aussi l'Égypte, regardons le Soudan, regardons le Niger, et pourquoi pas la France. Et on s'apercevra que cela même que l'Union européenne paie à coût de dizaines de millions d'euros, c'est 150 millions d'euros au Soudan, 150 millions au Niger, bien davantage probablement encore en Libye, sont ceux-là même qui participent, organisent aussi, pour majeure partie, ce trafic dont vous parlez et dont vous dénoncez justement les conséquences. Il me semble quand même important de préciser que il ne s'agit surtout pas ici de nier les conséquences et la réalité de ce trafic, mais réaffirmer avec force que c'est, comme Mme Vittel de Winden le disait à l'instant, les politiques européennes, mais aussi bilatérales, il ne s'agit pas d'isoler les politiques européennes de ce qui se passe dans l'espace méditerranéen, mais que le résultat de ces politiques est justement la création de ce trafic et que cette politique de gestion de mobilité que vous soutenez, voire souhaitez intensifier, elle crée bien davantage encore d'opportunités, d'effets d'aubaine pour les passeurs qui se retrouvent là avec un marché de captifs qui n'ont pour évoluer d'un pays à un autre, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller en Europe, il s'agit d'aller du Niger à la Libye. Les accords bilatéraux entre l'Union européenne et le Niger ont aujourd'hui comme conséquence de limiter la mobilité des Ouest-Africains à l'intérieur de leur espace, d'un espace historiquement parcouru par eux pour des raisons économiques, qui sont aujourd'hui forcés d'aller ailleurs, y compris d'aller en Europe, lorsqu'ils n'en avaient pas l'objectif premier. On va en reparler dans un instant. Je vais donner la parole à Olivier Weber. C'est la fin de la première partie du débat, mais on se retrouve dans 2 minutes et je vous promets, vous réagirez dès le début de la deuxième partie. L'essentiel. Retour au débat de France 24. La crise des migrants, comme on l'appelle, s'agit-il d'une crise des migrants ou d'une crise politique? C'est l'éternel débat. En tout cas, on en parle, nous, avec à mes côtés Catherine Vittel de Winden, politologue, directrice de recherche émérite au CNRS, co-auteur de l'Atlas des migrations, un équilibre mondial à inventer aux éditions Autrement. Pierre-Henri Dumont, député de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, Les Républicains, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Michael Neumann, directeur d'études à Médecins sans frontières, au CRACH, au Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires.
et Olivier Weber, écrivain et grand reporter. Vous avez été ambassadeur de France de la lutte contre la traite et l'esclavage et pour les droits de l'homme, auteur de Frontières, c'est paru aux éditions Paulsen. Olivier Weber, vous pensez, comme Laurent Neumann l'expliquait à l'instant, que ces frontières, c'est la fermeture des frontières crée davantage un effet d'aubaine pour les passeurs, que l'ouverture des frontières ne créerait un appel d'air à la venue de davantage de migrants encore qui se retrouveraient aux mains éventuellement de ces mêmes passeurs, que par ailleurs les accords signés avec un certain nombre de pays, comme c'est le cas par exemple pour le Niger, contribuent à modifier la trajectoire de ces migrants qui, au départ, le disait à l'instant Michael Neumann, ne se destinent pas pour l'essentiel aux pays du Nord et notamment à l'Europe. On le sait, l'essentiel des migrations aujourd'hui se déroule très largement entre pays du Sud. On va peut-être le voir également sur les animations graphiques. Olivier Weber. Oui, il y a des effets pervers, c'est certain. C'est qu'en fait, on a une sous-traitance de la part de l'Europe et c'est assez paradoxal, c'est même dangereux, je pense. C'est une manière de se voiler la face que d'aller traiter avec d'autres pays, des pays tiers. On l'a vu aussi avec la Turquie. Et la Turquie s'est livrée à un véritable chantage sur le trafic d'êtres humains. Il s'agit d'un trafic licite cette fois-ci. Oui, qui a contribué à interrompre quasi totalement cette route des Balkans qui s'était ouverte en 2015. Tout à fait, absolument. Et Tsipras, le Premier ministre grec, dit lui-même, mon pays, la Grèce, est devenu un piège à migrants. C'est-à-dire où est-ce qu'ils vont ? C'est-à-dire que la Turquie les encourage quelquefois à partir, c'est vrai, historiquement c'est daté depuis quelques années. Depuis les années 2000, les Turcs en fait ont encouragé les migrants à partir vers la Grèce et maintenant ils sont trappés, piégés donc en Grèce pour ne pas pouvoir sortir par la route des Balkans. Entre-temps, la Turquie a négocié avec l'Europe lors de 2 négociations, en février 2015 et mars 2016, où le Premier ministre de l'époque, Ahmet Davutoglu, était au fond de la salle de réunion des chefs de gouvernement européen à Bruxelles, il a dit « Attendez, vous ne vous entendez pas ? Je vous rappelle qu'il y a une proposition, c'est-à-dire que nous vous offrions, ou vous nous offriez plutôt de votre côté, 3 milliards d'euros pour traiter de la question des migrants, des réfugiés qui sont chez nous. Donnez-nous simplement le double, c'est-à-dire 6 milliards d'euros. » C'était accepté par l'Union européenne qui était en position de faiblesse à ce moment-là, et c'est vraiment une situation de chantage, on va dire. Et je trouve que notre approche à nous tous, elle est nuancée. Nous avons, je pense, pour beaucoup d'entre nous, une empathie pour le migrant et après une position peut-être plus politique ou sociétale. Le problème de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de position cohérente. Sur la question des frontières que vous évoquiez, la frontière est poreuse. Et la frontière n'est jamais faite pour être hermétique. C'est ce que j'essaie de démontrer dans ce livre, qui n'est pas un livre de géopolitique, un livre de rencontre plutôt. Après 2 ans de voyage, depuis l'Iran et l'Irak jusqu'à la frontière italienne, à 26 000, en me faisant raconter des histoires par tout le monde, en fait, les humanitaires, mais aussi des personnages beaucoup moins recommandables que des policiers véreux, des douaniers corrompus, etc. Et bien sûr, au milieu, il y a des migrants et quelquefois des trafiquants. Et la frontière, de manière générale, n'est pas faite pour être hermétique. Une frontière totalement hermétique, comme le veut par exemple le président Trump pour une bonne partie de la frontière mexicano-américaine, c'est 3400 km de frontières, dont à peu près la moitié est déjà construite en dur et très très bien sécurisée. C'est dangereux, ça renforce en fait les mafias, les trafiquants d'êtres humains. Et je crois que pour revenir à votre question à l'Europe, il faut qu'il y ait une approche cohérente sur les frontières et sur la politique migratoire. 2 mots, vous parliez de l'Espagne tout à l'heure. Les trafiquants d'êtres humains, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en Afrique ou ailleurs ? Ils disent, bon, c'est un peu trop difficile l'Espagne, la Guardia Civile a renforcé ses frontières, on déroute le trafic d'êtres humains, la traite, comme on dit, cet esclavage des temps modernes dont je parlais tout à l'heure, vers les Libyes. Ça ne marche pas vers la Libye, on passe par la Turquie. Ça ne marche plus, on revient vers l'Espagne, le Maroc, etc. Et donc, les États ont du mal à s'adapter à cela. Et je crois que, quand je parlais d'approche globale tout à l'heure, et c'est ce qu'on a essayé de faire aux Nations Unies, en particulier avec ces résolutions, c'est une approche globale aussi avec les humanitaires et les ONG locales du Sud. Et surtout, ne pas encourager la traite sur le terrain. C'est ça qui est dangereux, c'est grosso modo considérer que les migrants sont comme des esclaves, en fait, dans ce trafic d'êtres humains qui rapporte, encore une fois, énormément. Moi, je suis en accord avec M. Weber jusqu'à une certaine partie de son discours et plus du tout au moment où il semble nier la capacité de penser de manière autonome aux migrants qui entreprennent leur voyage pour tout un tas de raisons que vous pouvez juger bonnes ou mauvaises, légitimes, illégitimes au regard de l'économie, du droit, de ce que vous voulez. Enfin, le gars qui part du Yémen, pour reprendre le reportage qui précédait notre discussion, confronté à la guerre dans son pays depuis 3 ans et qui décide de prendre la route, c'est pas les passeurs ni les trafiquants d'êtres humains qui décident ni de son départ ni de son parcours. Les gens sont capables de penser tout seuls, de s'orienter dans cette géographie, de cette géopolitique qu'ils maîtrisent depuis longtemps, parce qu'encore une fois, on a affaire en Afrique subsaharienne et saharienne à une géographie politique des mobilités qui est parcourue par ces gens depuis longtemps. Il ne s'agit pas de penser que ces parcours ne sont pas guidés, parfois, souvent,
ou toujours par des auxiliaires qui parfois aussi prennent avantage de la position de vulnérabilité de ces gens. Mais les personnes qui sont aujourd'hui dans la forêt de Nador, en attendant de pouvoir passer en Espagne, comme une partie des gens qui sont allés en Libye simplement pour trouver du travail, ne sont pas des gens qui ne sont que des victimes. La migration, elle est bourrée d'histoires réussies, de gens qui bougent et qui s'en sortent très bien. Et donc, moi, je comprends votre inquiétude vis-à-vis du trafic, je la respecte, mais je pense que présenter la migration comme toute la migration était... phénomène, non, attendez, parce que vous m'accusez de quelque chose qui est faux. Je n'ai pas dit que la migration... Non, vous vous trompez totalement. La migration n'est pas totalement instrumentalisée par le trafic d'êtres humains. En revanche, dans la migration, il y a des trafiquants, et certains migrants qui sont devenus des trafiquants et qui se cachent parmi eux. Mais simplement, sur ce que vous disiez, c'est important. Il y a... Et c'était une différenciation émise à un moment par le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur les motivations de la migration. Elles sont principalement politiques, on fuit la guerre, les dictatures, ou économiques. Le distinguo, pour moi, n'est pas probant, parce que les deux arguments sont mélangés. Les deux motivations sont assez en symbiose. Il y a une troisième caractéristique qui arrive. Tous sont des candidats, j'allais dire, de plein droit au droit d'asile. Ils fuient la guerre, très souvent. Un tiers à peu près des migrants méditerranéens fuient la guerre, les dictatures, l'Érythrée, le Soudan, l'Irak, l'Afghanistan, le Yémen et d'autres sources de crise encore. Mais il y a une troisième catégorie, c'est le réfugié climatique. Et là, je peux vous dire que c'est pareil, il y a aussi des trafiquants. Alors, je ne dis pas que tous les migrants sont les victimes. Moi, j'ai passé 2 ans. J'ai passé 2 ans aux frontières avec des gens de toute obéissance et beaucoup de migrants, y compris dans les forêts au-dessus de ce Tamil-là, mais aussi au Pakistan, en Turquie, en Iran, etc., en Irak. Et je peux vous dire qu'il y a des gens magnifiques, pleins de très très bonnes motivations, et puis une petite partie, c'est à nuancer là aussi, qui ont d'autres inspirations. Mais on ne pourra pas les stopper. Il y a de l'espoir à l'intérieur d'eux, on veut fuir des zones de crise. En tout cas, pour résumer en 2 secondes, ce qui m'a vraiment surpris de la part de ces migrants, c'est qu'ils disent on ne veut pas remettre en question les frontières. Un monde sans frontières, ça serait le monde de la tyrannie, de la dictature. Alors venant de ces migrants, c'était quand même assez étonnant parce qu'ils veulent franchir évidemment une frontière qui est le détroit de Gibraltar ou la frontière mexicaine pour aller aux États-Unis ou une autre frontière entre tel ou tel pays, mais ils disent quand même qu'il ne faut pas remettre en question la totalité des frontières. Ça serait le monde de la tyrannie, sinon, qui serait au pouvoir. Pierre-Henri Dumont, une réaction peut-être, et puis aussi à cet autre élément, c'est que la justice italienne a donc demandé la mise sous séquestre du navire humanitaire l'Aquarius, qui est actuellement dans son port d'attache à Marseille. Une décision, alors officiellement pour des raisons de rejet illégal de ces déchets. Vous êtes en accord avec cette demande ? Ce qu'il faut comprendre sur l'Aquarius, c'est que le système qui a été mis en place... Pardonnez-moi, mais c'est le dernier navire humanitaire qui sillonnait la Méditerranée au secours des migrants. Le système qui a été mis en place, c'était un système humanitaire qui allait récupérer les migrants. Et après, les États européens se retrouvaient et se regardaient comme des chiens de faïence, savoir où ils allaient débarquer les migrants. Il y avait un tri qui était réalisé, qui en réalité était de dire on le débarque en Espagne, la France en prend... tant de dizaines, tant de centaines, alors qu'en réalité, on sait tous très bien que la plupart des migrants, s'ils étaient francophones, après, partaient, malgré les décisions de l'OFPRA, depuis l'Espagne vers la France. Et j'étais en Espagne il y a quelques mois, où on m'a très clairement dit que lors d'un premier débarquement à Valence de l'Aquarius, la plupart des migrants, voire l'écrasante majorité ou la totalité, avaient déjà franchi les Pyrénées. Vers la France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les populations qui migrent, quand on parle de Libye ou d'Espagne, ne sont pas les mêmes. Quand on parle aujourd'hui de populations qui migrent depuis l'Espagne, c'est très majoritairement, de façon quasi écrasante, des migrants d'Afrique subsaharienne ou maghrébine et qui sont tous ou presque francophones. Ce qui n'était pas le cas de migrants qui venaient depuis la Libye, qui étaient principalement des personnes qui venaient... Vous en déduisez que ces migrants se destinent à aller en France ? Non, c'est totalement faux. C'est absolument faux. Le profil des gens pour travailler dans les centres de détention à Tripoli, Misrata, le profil des gens qui étaient dans le bateau, le Nivin, qu'on a illustré tout à l'heure, ils sont guinéens, pakistanais, soudanais, maliens. Les gamins avec lesquels on travaille dans notre centre d'accueil de jour... Votre analyse des flux... Notre analyse des flux, elle est basée sur la réalité des centres de détention avec lesquels on travaille. Montre qu'en réalité, ceux qui passent principalement par le détroit de Gibraltar sont des migrants qui sont d'Afrique francophone, et c'est en plus grande proportion que ce qui était depuis les migrants qui passaient depuis la Libye. Catherine Wittol de Wenden. Moi, je voudrais dire que la crise, elle est liée d'une part au fait que depuis des années, les pays européens s'acharnent à penser que la dissuasion va avoir un effet. Et depuis 30 ans, on s'est aperçu que c'est un échec. Donc pourquoi est-ce qu'il y a du trafic ? Parce que on veut absolument penser que plus on accueille mal les gens, moins ils viendront, et c'est un échec. Il faut ouvrir les frontières.
il faut ouvrir plus. Et parce plus que ou totalement? Non, il faut ouvrir plus. Parce que, notamment à la migration de travail, on a des quantités de secteurs qui ne sont pas pourvus ni par les Européens, ni par les nationaux. Par des quotas? Éventuellement. Ça empêcherait l'immigration clandestine, les quotas? On aurait surtout, ça réglerait le problème de l'asile. Le problème de l'asile, c'est un problème de tri. Et on a dit tout à l'heure, la frontière entre le demandeur d'asile, celui qui cherche du travail, est très floue parce que les catégories ont été définies il y a 50 ans, au moment de un peu plus, même 70 ans, au moment de la Convention de Genève, ce qui n'est plus du tout la réalité. Aujourd'hui, on a des catégories floues, comme on dit. Et si plus de gens pouvaient venir légalement pour travailler, la question du tri pour l'asile ne se poserait plus. Les pays membres de l'Union européenne s'étaient mis d'accord en juin dernier sur la création de centres d'accueil sur le sol européen sur la base du volontariat et pour se pencher sur l'instauration de dispositifs d'accueil situés en dehors de l'Union européenne. Où en est-on aujourd'hui concrètement? On a l'impression que... On n'en est nulle part. Non, ça n'avance pas. Alors, il y a des petites choses qui ont avancé. Il y a un dispositif du HCR soutenu par l'OFPRA pour la France qui consiste à, dans la mesure du possible, faire sortir des gens de Libye pour ensuite traiter leur demande d'asile au Niger, puis les renvoyer dans différents pays européens, en particulier en France et en Italie. Ce dispositif a fonctionné pour un tout petit nombre de gens. Et face à la difficulté de les sortir du Niger, le Niger lui-même a décidé d'arrêter d'en accepter davantage de Libye. Donc on voit les limites de ce mécanisme. Sur les conclusions du Conseil européen du mois de juin que vous mentionnez là, on a très peu avancé. Donc aujourd'hui, finalement, la politique européenne, elle se résume, puisque vous commenciez votre question par là, à des mises en scène de la frontière, comme Madame le disait, à coup je dirais, de harcèlement administratif, judiciaire, comme le vit aujourd'hui l'Aquarius. C'est grotesque, ces accusations, c'est une farce. Donc effectivement, vous posez la question à Monsieur Dumont, qui répond sur la politique de secours en mer. Enfin, on voit bien que quand la justice se mêle de politique, il y a un vrai problème. Or, aujourd'hui, les Européens instrumentalisent la justice pour limiter les efforts de sauvetage, limiter les efforts d'assistance à des gens qui sont dans des situations, quand même, il faut bien reconnaître, totalement désespérées. La justice ne devrait pas intervenir sur ces cas de sauvetage en mer de migrants? Mais la justice intervient sur les cas de sauvetage en mer de migrants s'il y a quelque chose à dire. Là, en l'occurrence, c'est une blague. Cette histoire de gestion des déchets, moi j'ai davantage envie d'interroger les Européens sur la gestion des cadavres en Méditerranée qui pourrissent depuis des années et des années, plutôt que sur le fait de savoir si on a balancé les vêtements dans des poubelles. Ce qui est par ailleurs le cas. Très rapidement. Simplement, je pense que, encore une fois, sans punir l'Europe ou l'accuser de tous les maux, il y a quand même un manque de gestion du flux migratoire de la part de l'Europe. Il y a des ventres mous. Ça, on est tous d'accord pour le dire. L'Espagne, maintenant c'est la Grèce, etc. Mais il y a quelques jours, je crois en Méditerranée, pour un documentaire avec le maire de Palerme. Le maire de Palerme, qui a signé la convention, qui a fait signer la convention de Palerme sur la criminalité organisée en l'an 2000, donc qui criminalise l'attrait des êtres humains, dit mais on peut accueillir des millions de migrants en Europe. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, nous, les supporter en Italie. Ça crée, dit-il, du fascisme. C'est ce qu'il dit. C'est plus que du populisme, c'est de l'extrémisme et du fascisme. C'est lui qui le dit. Simplement, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir répartir, en quelque sorte, la charge migratoire, peut-être sur le problème de quotas, peut-être sur des critères de sélection qui sont différents. Mais en tout cas, on ne peut pas fermer la porte entièrement. Si on ferme la frontière va créer, encore une fois, de la criminalité organisée et de l'injustice, et quid des droits humains en Europe. C'est quand même le berceau de la lutte, surtout de la défense des droits de l'homme. Pierre-Henri Dumont, on peut accueillir des millions de personnes, de migrants aujourd'hui en Europe? Ça dépend sur quelle durée, ça dépend surtout de leur intégration. La question n'est pas le nombre, la question c'est est-ce qu'ils sont intégrés quand ils arrivent en Europe? Est-ce qu'ils ont un travail? Est-ce qu'ils ont des conditions d'accueil dignes ou pas? Et c'est pour cela qu'en réalité, on est tous d'accord pour dire qu'aucune frontière peut être à 100% fermée, même techniquement, c'est parfaitement impossible. Et donc, la vraie question qui se joue, c'est une fois que ces personnes sont en Europe, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les personnes qui demandent l'asile et qui sont déboutées du droit d'asile restent en Europe ou sont renvoyées dans leur pays? C'est absolument pas le cas aujourd'hui. Je l'ai dit, en France, 96% des déboutés du droit d'asile restent en France et versent ensuite dans la clandestinité pour la plupart. Également, les taux de protection entre les différents pays européens sont totalement différents. Un Afghan est protégé dans un cas sur 2 en Allemagne, dans 4 cas sur 5 en France. Et donc, il peut y avoir comme ça des différentes demandes d'asile de pays européens en pays européens, ce qui entraîne des migrations au sein de l'Union européenne. Et donc, il y a une politique migratoire commune à avoir pour décider de qui on accueille. Et si on décide de ne pas accueillir, dans ce cas-là, appliquer la loi, c'est-à-dire débouter les demandeurs d'asile et renvoyer chez eux les demandeurs d'asile qui n'ont pas obtenu la protection européenne. Si on ne réussit pas ça, alors l'accueil est impossible.
Vous n'avez pas déjà la même définition de qui c'est déjà 50% légitime pour des demandeurs d'asile qui s'adressent à être... l'Union européenne. Donc on déboute, si j'ose dire. Mais on ne renvoie pas dans leur pays. Devant le Bundestag aujourd'hui, Angela Merkel a défendu le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qui doit être signé en décembre à Marrakech, mais attaqué par sa droite et son extrême droite. Écoutez la chancelière allemande. Und natürlich ist es bei einem solchen Vertrag immer so, dass man auch darauf setzen muss, dass das gut funktioniert. Und ich glaube, das kann man, weil wir wollen ja, und das ist in unserem elementaren Interesse, eine gute Beziehung zu Großbritannien auch in der Zukunft. Voilà, vous l'avez compris, un petit problème de traduction. Sachez en tout cas qu'Angela Merkel estimait que ce pacte pour les migrants, mais également pour les réfugiés, était la bonne réponse et que ce n'est seulement le début d'une solution à un problème global, mondial, international. En tout cas, voilà déjà un pacte qui a été rejeté par l'Australie, tout comme les États-Unis, Israël et plusieurs pays d'Europe centrale. Que dit-il, ce pacte ? Alors en fait, il essaye de négocier entre les pays du Nord et du Sud et beaucoup d'autres acteurs, des ONG, des employeurs, des syndicats, etc., des normes communes qui s'imposeraient aux États minimales pour gérer les migrations. Et je pense que ce serait un progrès considérable, parce qu'aujourd'hui, c'est le Far West. Oui, mais on le voit avec l'Europe. Les adversaires reprochent au pacte de ne pas les laisser fixer librement leur politique migratoire. Il a vraiment un caractère contraignant ? Non, c'est des normes générales de droits de l'homme qui s'imposent pour ne pas arriver aux aberrations que l'on a aujourd'hui, par exemple avec la situation libyenne. Michael Neumann ? Le pacte, il est mieux-disant. Par rapport à la situation actuelle, c'est comme ça que je le définirais. C'est pas un mauvais texte, c'est un texte qui n'est pas contraignant, c'est un texte qui fait appel aux bonnes volontés, seront chargés du suivi de l'évolution de ces prescriptions un certain nombre de gens probablement, mais enfin, il n'y a aucune contrainte, c'est pas un pacte international. Il n'y a pas de raison de le rejeter, si ce n'est de donner le signal que cette gestion de la mobilité dont on parle finalement, cette gestion différente de la mobilité, de prendre en compte la réalité de ces gens qui bougent, de leur motivation, etc., de l'impossibilité de fermer les frontières, du résultat concret de la fermeture des frontières sur la situation des gens en Libye, sur la mortalité en Méditerranée ou sur la situation des gens dans la circonscription de Monsieur à Grande-Synthe, région que je connais également assez bien. Mais circonscription est calée, mais c'est pas très loin. Dans la région, en tout cas... J'explique que vous soyez aussi concerné. Que je connais bien, dont on voit les résultats absolument terrifiants. Ça ne marche pas. Donc le pacte, il est intéressant, mais il n'y a pas d'hostilité à... Je vais vous laisser réagir un instant, mais parmi les pays qui refusent de signer ce pacte mondial figurent donc les États-Unis. Et pour cause, on le sait, Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille en entendant revenir sur le droit à tout citoyen né aux États-Unis d'être américain à la naissance, en bloquant aussi l'accès aux frontières par le fameux mur qu'il entend ériger avec le Mexique. En attendant, l'armée est déployée actuellement, alors que viennent d'arriver à Tijuana, côté mexicain, une caravane de milliers de migrants. Ils viennent de franchir 4000 km depuis l'Amérique centrale et n'entendent pas s'arrêter là. Mais Donald Trump a déjà prévenu, toute personne entrée illégalement sur les territoires verra sa demande d'asile rejetée. Un juge californien a bloqué ce décret. Je vous entendais tout à l'heure dire, Pierre-Henri Dumont, que vous souhaitiez que parmi les clandestins ou ceux arrivés clandestinement en Europe, vous souhaitiez qu'une grande majorité voit leur demande d'asile déboutée. Est-ce que vous souhaitez, comme Donald Trump, que tout simplement ces demandes d'asile ne soient même pas examinées au motif qu'ils auraient franchi illégalement la frontière ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que quand une demande d'asile est déposée par une personne qui est en France et qui a le droit de déposer sa demande d'asile, qui est accompagnée par la France, dans ce cas, avec une allocation pour demandeurs d'asile, par exemple, avec des hébergements, si celle-ci n'est pas acceptée, dans le 2/3 des cas à peu près, cette personne, une fois que l'ensemble des voies de recours sont épuisées, soit renvoyée, raccompagnée dans son pays. C'est-à-dire qu'on applique tout simplement la loi telle qu'elle est écrite actuellement. Aujourd'hui, je l'ai dit, ce n'est pas le cas, mais je vous rappelle simplement que la principale source d'immigration illégale, c'est l'immigration légale. C'est-à-dire des personnes qui arrivent dans un pays avec un visa, qui se maintiennent au-delà d'expiration du visa, et c'est aussi cela qu'il faut gérer et savoir, en réalité, comment on adapte nos normes occidentales, les normes françaises, parce qu'on parle de la France ici, à cette immigration qui, aujourd'hui, n'est en réalité qu'assez peu maîtrisée. Olivier Weber, pour le mot de la fin. Non, je voulais parler simplement aussi des frontières, parce que encore une fois, on a une approche beaucoup trop manichéenne, en fait, dichotomique entre tout pour la migration ou tout contre la migration. On ne peut pas reprocher à certains États, je parle de l'Europe et des pays européens,
réexaminer la question des frontières. La frontière, elle est définissante. La frontière en soi, c'est pas quelque chose de négatif. La frontière, elle est le produit quelquefois d'un traité de paix, d'un rapport de force, d'une négociation. Il n'y a pas de frontière naturelle. Même le sommet d'une montagne, le militant d'un fleuve, c'est une frontière négociée. Et on ne peut pas reprocher à un État ou à des États de renégocier des frontières. La frontière, elle est définissante d'une entité, d'une culture, mais aussi de l'altérité de l'autre. Et encore une fois, ces migrants qui vous parlent de la nécessité d'avoir des frontières, c'est un bien. En même temps, avoir des frontières, et je parle des frontières extérieures de l'Europe, avec Frontex qui a quelques centaines, on va dire combien, 400 agents pour surveiller la totalité des frontières, ce n'est rien, mais une Europe qui a une politique coordonnée, harmonieuse, globale de ses frontières peut avoir la fluidité de la gestion de ces flux migratoires. Voilà, c'est ça l'enjeu de demain. Merci beaucoup Olivier Weber, mais merci également à Michael Neumann, à Pierre-Henri Dumont et à Catherine Vittel de Winden d'avoir bien voulu débattre. L'actualité continue et on en parle toujours avec un œil sur les médias. C'est tout de suite.